Cette fois-ci, en toute logique, nous allons aborder le retour du jeudi. Oh non, vas-y, j'en ai marre du jeudi, on peut pas parler du vendredi plutôt? Putain, mais toi, c'est pas qu'on t'a bercé trop près du mur, c'est qu'on a utilisé ta tête pour faire des travaux. Oh mais vas-y, le vendredi c'est trop bien, c'est juste avant le week-end. Le week-end, on peut aller au cinéma, on peut se reposer, on peut se branler. Leia et Chewie, ainsi que Lando, vont essayer de sauver Anne. Ils se foirent lamentablement et se font kidnapper par Jabba. Jabba, qui est une espèce de mélange entre un chef de gang, une limace et un pervers. Bref, tout ce qu'on aime. Heureusement, Luke arrive et il se la joue maintenant hyper mystérieux, classe. Et son évolution est déjà marquée par ses nouveaux pouvoirs, comme l'étranglement. Et Luke, il est tellement hachement balèze qu'il arrive à vaincre un monstre avec un crâne et une porte. Bon, tout ceci ne sert pas à grand chose, puisque Luke se fait finalement kidnapper comme tous ses amis. Et ils sont envoyés pour aller se faire bouffer par le sarlac. Heureusement, il avait un plan depuis le début. Il y a R2 qui lui envoie le sabre laser, piou piou, boum boum, bon, etc. Et il libère les copains. Mais je voudrais m'attarder sur quelque chose dans cette scène, et ce quelque chose c'est Boba Fett. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont vu ces images. Tu vas voir Jedi. Et laissez-moi une seconde pour respirer s'il vous plaît. Oh putain. Non, mais je vais pas mourir à ce moment-là dans le scénario. Et qui se sont dit, tiens, serait une bonne idée de faire une série sur ce personnage. Et puis putain, ce cri de la honte là. Bon, évidemment, Luke finit par sauver tous ses copains. Mais rien n'est gagné car l'Empire est en train de faire une nouvelle étoile de la mort. Par la suite, Luke apprend que sa crush, c'était sa sœur. Chose dont je ne trouve pas la moindre justification à part pour surfer sur le succès de la première révélation de « Je suis ton père ». Et n'allez pas me dire qu'il y a que les Skywalker qui maîtrisent la force. Il y a Yoda Obi-Wan qui la maîtrise également. Et pourtant, ils ne sont pas de la même famille. Enfin, j'espère. Bon, déjà tout ça c'est bien dégueulasse, mais je ne vous parle même pas de la réaction de Luke. Oh putain, c'est dommage, ça aurait été bien que t'en parles de la réaction de Luke. Non mais je vais en parler, c'est une expression, je vous parle pas de la réaction de Luke, c'est une expression. Ah ouais, c'est une expression, ouais. Bon, t'as pas l'air d'avoir compris, tant pis. Allez, regardez cette scène. Mais est-ce qu'il faut qu'on l'écoute aussi? Parce que si on se contente de la regarder en se bouchant les oreilles, est-ce que ça va poser problème? Oh putain, ta gueule, ta gueule! Leia est ma sœur. Ton intuition a vu juste. Et ben moi, l'intuition que j'ai, c'est qu'il le savait, et que ça ne le dérangeait pas. Luke confronte donc Obi-Wan, lui demande pourquoi il n'a pas révélé plus tôt que Dark Vador était son père, ça blablate, et finalement Obi-Wan exhorte à Luke de tuer son père, ce que Luke n'a pas l'air du tout prêt à faire. D'ailleurs, la fin du film donne tort aux Jedi, ce qui apporte une certaine finesse à l'écriture. On s'éloigne déjà vachement de l'optique, c'est le bien contre le mal, c'est plus compliqué que ça, quoi. L'on assiste ensuite à la mise en place de la stratégie rebelle afin de vaincre l'Empire. Leur plan est le suivant, envoyer un groupe rebelle sur une planète où se trouve le bouclier de l'étoile de la mort, le désactiver, pour qu'ensuite la flotte dans l'espace puisse détruire cette étoile. Et Luke dans ce plan, il s'en bat les couilles, il aide pas du tout ses potes, il va juste régler des problèmes familiaux avec son papa. Bon, je me permets d'accélérer quelque peu mes propos et d'élaguer au maximum l'histoire de ce film pour ne pas avoir à vous parler des outils commerciaux. Oh, pardon, j'ai fait une erreur dans le texte, je voulais dire les Ewoks, pas les outils commerciaux, bien sûr, enfin ça n'a tellement rien à voir, comment j'ai pu confondre? Je passe également sur la révélation que fait Luke à Leia, hein. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Star Wars 5. De toute façon, moi j'en peux plus de ces histoires de consanguinité, je sais pas ce qu'il a, George Lucas, vraiment, il a un problème, hein, je crois. Elle ressemble à quoi, la sœur de George Lucas? Attendez, je vais voir. Alors... Ah ouais, d'accord. Bah tout s'explique, hein. J'en viens au combat final. Et putain, si la bataille de vaisseau est superbe, on n'y accorde qu'une demi-importance tellement ce qui se déroule entre Vador et Luke est prenant. Il y a un vrai suspense parce que les pistes sont brouillées. Les Jedi disent qu'il faut tuer Vador, Luke a du mal à le faire, et on est un peu perdu. On s'attend aussi à voir une fin manichéenne, comme dans la plupart des films. Pourtant, en gagnant le combat, Luke comprend qu'en tuant son père, il deviendrait d'une certaine manière comme lui. Il devient donc un Jedi, pas en vainquant, ni en tuant mais en épargnant, ce qui rejoint ce que disait Yoda dans le 5. Personne par la guerre ne devient grand. Donc, au final évidemment, Vador choisit de sauver son fils plutôt que d'obéir à l'empereur, mais il fait ça au prix de sa vie.
Et le film finit, ils sont tous contents, Anakin revient en Jedi, en gros, c'est ça le retour de Jedi, hein, c'est le retour d'Anakin. Bon, voilà, fin. Alors, le problème de ce film, c'est qu'il tourne trop en rond sur les mêmes points du scénario. Alors que dans le 4 ou dans le 5, on était tout le temps en train de voyager, où les personnages étaient tout le temps en train d'évoluer, là, pas trop. Les relations entre les personnages évoluaient. Là encore, c'est moins le cas. Je prends l'exemple de Han et Leia. Si dans le 5, on passe de je te déteste à on est amoureux, dans le 6, on passe de on est amoureux à on est amoureux. Et puis on ne change pas assez d'environnement, on reste trop longtemps dans la forêt avec les boules de poils, c'est vraiment trop long. Donc le film a un rythme assez inégal, et quelques effets sont aussi trop ambitieux et perdent un peu en crédibilité. Bon, après le film reste beau et crédible dans sa majorité. La scène finale est géniale, et l'écriture est complètement brillante à la fin. Vador sauve son fils, prouvant qu'il lui reste une part d'humanité. Mais s'il sauve son âme, c'est au prix de sa vie. Non, scénaristiquement, Star Wars 6 n'est pas décevant. Mais l'on peut être déçu d'une certaine baisse de virtuosité dans la mise en scène. Après, cela ne m'a jamais gêné, je trouve que le film reste excellent et atteint un niveau d'épique et de point d'orgue plus fort que les deux autres. Notamment durant la scène où Vador hésite entre désobéir à l'empereur et sauver son fils. Mais quelle est la morale de ce film? Bien philosophiquement parlant, c'est un film sur le manichéisme. Plus précisément, un pamphlet contre le manichéisme. Ce qui était déjà amorcé dans le 5 est accentué ici. C'est ce qui sera d'ailleurs le sujet de toute sa prélogie. Lucas nous rappelle la présence de l'humain et de l'émotion que l'on ne doit ni laisser nous dominer, ni réprimer. Mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il veut nous faire adhérer à un message pacifiste, alors qu'il est en même temps une métaphore de la guerre. C'est-à-dire que si Star Wars est une métaphore du Vietnam, avec un peuple suréquipé qui se bat contre un peuple qui n'a rien, ce qui est un concept très efficace puisque l'esprit humain a tendance à s'attacher au camp des plus faibles, Star Wars n'en reste pas moins pacifiste avec cette phrase de Yoda, qui est prononcée dans le 5, et dont le concept est suivi dans le 6, « Personne par la guerre ne devient grand ». C'est ça le message que veut nous faire passer Lucas. Le message de Lucas, c'est que même dans une guerre, c'est le pacifisme qui doit l'emporter. Le message de Lucas, c'est qu'il faut privilégier l'âme à la vie. Message de Lucas, c'est que peut-être, dans un monde fou, ravagé par la guerre, dans ce monde-là, il y a peut-être moyen de baiser sa sœur.